Bonjour et bienvenue au podcast Viens t'inspirer, animé par les membres du club entrepreneuriat de Sainte-Foy. Nous sommes une quinzaine d'étudiants très motivés et nous accueillons différents entrepreneurs pour nous raconter leur parcours inspirant. Bonne écoute! Vous écoutez le podcast Viens t'inspirer. Je suis Marie-Philippe Benoît, présidente du club entrepreneuriat de Sainte-Foy et notre mission est d'allumer la flamme entrepreneuriale chez les étudiants. Et je suis Amina Grasic, je suis vice-présidente des ressources humaines. Donc aujourd'hui, nous accueillons Andrea Gomez, directrice générale d'OMI Laboratoire. Bienvenue Andrea à notre podcast. Merci beaucoup de m'avoir invitée, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. Bien, certains nous sont, on est très contente que tu sois notre première invitée à notre premier épisode. Et on aimerait ça que tu nous en dises plus sur toi. C'est qui Andrea Gomez pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien, Andrea Gomez, comme vous pouvez l'entendre, mon nom de famille ne vient pas d'ici, donc je suis d'origine colombienne. Je suis arrivée au Québec, j'avais 17 ans. Sinon, mon parcours, c'est plus un parcours d'administration. Donc, j'ai fait une technique au Cégep de Sainte-Foy en gestion de commerce. Après ça, j'ai été au baccalauréat en administration des affaires. Un profil plus marketing ressources humaines. Je suis davantage ressources humaines maintenant que j'ai appris un peu plus à me connaître. Et actuellement, je fais ma maîtrise, je fais un MBA que je laisse traîner depuis vraiment trop longtemps à l'Université Laval, donc en stratégie et innovation. Puis sinon, mais dans mon parcours professionnel, j'ai travaillé beaucoup au service à la clientèle à différents endroits, mais j'ai aussi travaillé au gouvernement du Québec en gestion de projet. Donc, j'ai un bagage plus de gestion ainsi que des stratégies et des planifications des projets. Oui, tu gérais des gros mandats à Revenu Québec. Oui, quand même beaucoup d'argent. Dans le fond, tous les projets plus en informatique, ça passe par les bureaux de projet. J'étais conseillère au bureau de projet. Donc oui, j'ai travaillé beaucoup avec des budgets, avec des personnes, des équipes multidisciplinaires. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de développer des compétences et maintenant être à la tête de mon entreprise qui est OMI Laboratoire. Je sais qu'il y avait eu un article sur toi qui disait que tu as quitté Revenu Québec pour te partir en affaires. C'était une belle job stable. Ta mère était comme « Non! » Oui, ma mère, elle n'a jamais voulu que je quitte Revenu Québec parce que, dans le fond, chez nous, on vient d'un pays où les gens ils ont de la difficulté à se trouver des emplois, puis c'est très difficile aussi la scolarité, ça coûte très, très cher. Et mes parents, ils ont décidé d'échanger ici, de venir au Canada pour nous offrir de meilleures possibilités des vies. Puis ma mère a trouvé que c'était vraiment un bel emploi. Puis quand j'ai décidé que je quittais, elle m'a dit, Andrea, la sécurité, mais pour elle, ça prenait vraiment beaucoup d'importance vu notre culture dans laquelle il n'y a pas beaucoup de stabilité, pas beaucoup de sécurité. Tu sais, les gens, si tu n'as pas d'emploi, tu meurs de faim parce qu'il n'y a pas toutes les aides qu'on a ici. Donc, pour elle, ça a été difficile. Puis même moi, ça m'a pris du temps avant de prendre la décision parce que on a toujours l'influence de nos parents derrière nous, veux pas. Mais quand je l'ai quitté, je me suis dit, regarde, c'est ma décision à moi, c'est ma vie, puis j'ai envie de le faire. Puis des fois, quand on veut pas, moi, j'avais pas envie de vivre avec des regrets. Je me suis dit, regarde, le pire qui va arriver, c'est que je vais me planter puis je vais recommencer d'autres choses. Donc, ça a été la meilleure décision, je pense, la plus difficile, mais la meilleure que j'ai eu à prendre dans ma vie professionnelle. C'est très clair. Puis justement, tu me parlais de ta compagnie. Comment tu décrirais ton entreprise à quelqu'un qui ne connaît pas OMI Laboratoire? Dans le fond, OMI, c'est une belle entreprise, tout d'abord. Dans le fond, c'est une entreprise qui se spécialise dans les cosmétiques sur mesure grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on a un monstre, en fait, parce que normalement, une entreprise fait une activité principalement. Nous, chez OMI, on développe des crèmes qui vont être sur mesure pour la peau à chaque personne. On a plus de 4000 formules. Et en fait, ce qui fait qu'on a 4 pattes. On a comme une table à 4 pattes. On fait autant la recherche et les développements. On fait la manufacture, on fait la commercialisation et on fait les développements web. Donc, on est quand même une compagnie assez avec beaucoup des branches, là, ce qui fait que c'est quand même assez complexe. Et c'est ce qui fait aussi qu'on est capable de contrôler la qualité de nos produits. Donc, pour nous, le plus important, c'est vraiment d'offrir des produits qui vont changer la peau des clients puis qui vont faire en sorte qu'ils vont se sentir
vraiment mieux dans leur peau et avec plus de confiance. Donc, on travaille autant l'acné, les rougeurs, les taches pigmentaires, les rides. On a une belle équipe de scientifiques derrière pour le développement de nos produits. Ouais, puis Andrea, moi j'ai la chance de travailler avec toi, mais on s'en va vers la section des questions en rafale qui est très pimpée, je te dirais. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, on a préparé une activité brise-glace pour que tout le monde puisse apprendre à te connaître. Tu dois simplement répondre par quelques mots, les premiers qui te viennent en tête. Parfait. Alors, c'était quoi ton premier emploi? J'ai travaillé dans une boutique de vêtements en Colombie. As-tu un talent caché? Je pense que c'est mon intelligence émotionnelle. J'aime beaucoup les gens. Totalement. C'est quoi ta saison préférée? L'été, sans doute. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? De prendre tous les enfants de ces mondes puis leur offrir les mêmes opportunités. Vraiment beau. C'était quoi ta matière préférée à l'école? Je pense que c'était les ressources humaines. C'est quoi ta tradition familiale préférée? Les 31 décembre, on passe notre nouvelle année en famille. On mange des raisins, puis on fait 12 vœux. Des raisins dans le champagne avec de l'or, puis c'est tous les vœux qu'on a pour l'année. Ah, wow! Je connaissais pas cette tradition. Oui. Puis c'est un raisin par personne dans le verre? On a 12 raisins. On prend un verre de champagne, on met 12 raisins, puis on mange les raisins à minuit pile, puis chaque raisin, c'est un vœu pour un mois de l'année. Wow! C'est à la fin de tes vœux, ben, tu embrasses toute ta famille et normalement, ça va se réaliser dans l'année. Wow! C'est vraiment cool. Je pense que l'année prochaine, j'ai pas le choix de faire cette tradition. Si c'était une couleur, laquelle serais-tu et pourquoi? Je pense que je suis une couleur noire, pas parce que c'est sombre, mais bien parce que ça passe partout. Je pense que je suis une généraliste, donc tu sais, quand on ne sait pas trop comment s'habiller ou comment écrire, même si on écrit des lettres, des fois, c'est une couleur qui passe partout et que tout le monde a utilisé. Donc, ce serait ça. Que lis-tu en ce moment? J'aime beaucoup Stephen Covey, les 7 choses que les gens qui entreprennent réussissent ou que les gens qui réussissent entreprennent. En tout cas, c'est vraiment un livre que je conseille à tout le monde. Je pourrais vous le dire, te le dire, Marie, le titre est assez complexe. Ah, super. Ça fait 3 fois que je lis ce livre-là. Puis, c'est quoi la première chose que tu as achetée avec ta première paye? En Colombie, ça a été des vêtements parce que je travaillais dans un magasin de vêtements. Mais ici, au Québec, ça a vraiment été un manteau d'hiver. Très bonne idée. Quelles sont tes principales qualités? Je pense que ma joie de vivre, je suis souvent très heureuse. C'est rare qu'on me voit des mauvaises humeurs. Je pense que c'est la proximité que j'ai avec les gens, l'aspect humain. Puis... je pense que l'aspect où justement généraliste, d'être capable de faire un peu de tout, mais pas être excellente à pas grand-chose, mais d'être capable de faire un peu de tout, je pense que ça, c'est une belle qualité d'entrepreneur. C'est quoi ta citation préférée? L'attitude, c'est la clé. C'est quoi ton sport favori? Et volleyball. Une championne. C'est quoi ton truc numéro 1 pour relaxer? Me faire masser. J'adore aller me faire des massages. Et qu'est-ce que signifie entreprendre pour toi? Pour moi, entreprendre, c'est de prendre un projet, que ce soit personnel, d'entreprise, ça n'a pas besoin d'être commercialisable, mais de pouvoir les faire des A à Z, puis vraiment voir les résultats de cette chose-là. Super. Donc, maintenant, on tombe dans la section des questions plus profondes. Donc, on aimerait ça apprendre à connaître davantage là, sur Andrea Gomez. Pour toi, Andrea, c'est quoi les 3 mots qui te décrivent le mieux? Mais je suis passionnée. Moi, je fais les choses avec passion, sinon je ne les fais pas. Je l'ai déjà dit, mais je pense que l'effet d'être humaine, je pense que
c'est quelque chose, c'est une qualité qui est remarquée beaucoup chez nous parce que j'aime beaucoup les gens, puis j'aime ça comprendre les personnes, puis essayer de trouver que tout le monde soit heureux. Puis je pense que dernière minute, c'est quelque chose qui est très pressant dans ma personnalité. J'aime beaucoup travailler sous pression, j'aime beaucoup avoir des objectifs qui sont très sévères, puis que dont les temps il est réduit, parce que si on me laisse trop de temps, je m'ennuie. Donc moi, il faut que ça aille vite. Tu travailles sous pression, tu es quand même assez efficace. Oui, oui. Même à l'école, j'étudie mes examens, j'ai toujours étudié la veille ou soir. C'était jamais vraiment à l'avance. Mais c'est ma façon de travailler. C'est pas la bonne façon de faire, mais pour moi, c'est la façon qui fonctionne le mieux. Parfait. Puis, quand tu étais petite, quel métier voulais-tu exercer? Moi, je voulais être directrice de banque. J'ai toujours aimé la gestion de l'argent. Puis quand je suis arrivée au Québec, j'ai fait mes études en gestion, puis j'ai travaillé dans une banque. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Parce que je sais pas, l'argent n'était pas à moi. Fait que là, je trouvais ça poche parce que j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que j'ai constaté en fait qu'est-ce que j'aime, c'est optimiser l'argent, pouvoir gérer aussi un peu où l'argent va. Puis pour ça, mais ça prenait un certain contrôle. Donc, c'est pour ça que je suis devenue entrepreneur aussi. As-tu eu de la pression familiale? Beaucoup. Beaucoup. C'est surprenant, là, mais dans le fond, dans ma famille, on vient quand même d'une famille assez aisée en Colombie et les gens qui vont pas à l'école, les gens qui n'ont pas les moyens ne vont pas à l'école. Puis pour mes parents, ça a toujours été très important d'avoir des diplômes. Chose qu'ici au Québec, c'est plus important de faire ce qu'on aime faire. Puis mon père, c'est la personne qui a les plus de diplômes que je connais. Il y a 2 maîtrises, il y a des bacs, il y a un doctorat. Puis pour lui, c'est important que j'aille une maîtrise puis un doctorat. Puis même moi, j'étais comme, OK, mais j'ai pas besoin d'un doctorat, là. Juste ma maîtrise, je pense que ça va être correct. Puis, je pense que même en ce moment, je ressens une certaine pression de le finir mes études. Fait que c'est ça. Mais là, mais tu sais, je ne ferais pas de doctorat là, pour faire plaisir à mon père. Mais oui, quand même, il y a une certaine pression de la part de ma famille au niveau des études. Puis même au niveau de ma carrière, j'ai eu l'impression qu'ils voulaient quand même diriger d'une certaine façon pour que ce soit, pour qu'on ait du succès. Il y a certains métiers qui sont plus reconnus dans notre culture que d'autres. Puis là, je pense que l'apprentissage là-dedans, c'est que ici, il y a des choses qui sont bonnes dans chaque culture. Puis qu'est-ce qui est le fun de déménager puis d'avoir vécu là-bas et ici, c'est que là, on peut prendre les bonnes choses que nous, on trouve, puis rassembler ça pour faire un peu nos valeurs, puis prendre le contrôle, en fait, de notre vie. Puis, tu sais, le fait que ton père, justement, t'ait pris un chemin qui est différent de la normalité, être entrepreneur, c'est prendre beaucoup de risques. Du parcours que tu as fait jusqu'à maintenant, comment il voit ça, ton père? J'imagine qu'il doit être fier de toi. En fait, mon père, il est entrepreneur lui-même parce que c'était très difficile d'avoir une belle capacité financière quand, en tout cas, c'est très difficile de travailler pour quelqu'un chez nous puis te faire payer de la bonne façon. Fait que là, mon père, il a parti une compagnie d'informatique en Colombie. Donc, lui-même, il est entrepreneur, mais il a vécu justement des difficultés. Il a eu de la difficulté à se faire payer par ses clients, puis il a vu toute la difficulté que ça venait avec. Donc, c'est pas qu'il voulait pas que je sois entrepreneur, mais il savait aussi tous les bons et les pour et les contre de ces métiers-là. Puis même moi, je les ai vus parce que mon père, il n'était pas très pressant, mettons, les soirs, puis il arrivait tard, il partait très tôt. Donc, quand moi, je suis arrivée au Québec, je ne voulais pas nécessairement être entrepreneur. Puis ça, c'est quelque chose qui a quand même été marquant dans ma vie. Moi, je me disais, mais non, moi, je veux pas faire ça nécessairement parce que je veux être pressante pour ma famille. Et ça s'est fait naturellement. Je pense que depuis que je suis jeune, j'ai comme cette flamme entrepreneuriale-là. Puis mon père, oui, il est fier de moi, puis il a été content avec ma décision, malgré qu'il m'a dit, OK, avant de lâcher ta job, sois quand même certaine que ça va fonctionner. Donc, il m'a quand même donné des très bons conseils qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Puis oui, il est fier de moi. Je pense que mes parents sont fiers de ce qu'on a accompli ensemble. Maman Andrea aussi est très fière.
Oui. Quels sont les moments marquants qui ont eu un impact sur ta vie personnelle comme professionnelle? Sur ma vie personnelle, je pense que c'est mon déménagement au Québec. Ça a beaucoup, beaucoup changé des choses dans ma vie. J'avais des amis là-bas, j'avais un chum, j'avais des ambitions. Puis c'est comme changer à 17 ans quand tu es adolescente, tu connais personne. C'est sûr que c'est une difficulté supplémentaire pour t'intégrer. Par contre, ça a aussi été l'avantage parce qu'étant donné que je voulais être capable de communiquer, mais ça m'a permis de ne pas avoir honte d'essayer de communiquer puis d'oser faire des choses. Puis je pense que les mots-clés en entrepreneuriat, c'est vraiment oser, essayer de nouvelles choses, changer des choses, penser différemment. Donc, j'ai osé parler, même si je ne parlais pas un mot français, j'ai osé communiquer avec mes gestes. Puis ça m'a dégêné un peu, ça m'a permis de voir que les gens, ils veulent, au fond d'eux, les gens sont bons, à mon avis, à moi, puis ils veulent t'aider. Puis quand tu as une belle attitude, c'est pour ça que je trouve que l'attitude, c'est la clé, parce que même quand je n'étais pas en mesure de communiquer, je souriais, puis avec mes gestes, je me faisais comprendre. Donc, ça a été une des périodes les plus difficiles, mais aussi les plus, où ma courbe d'apprentissage a été la plus à pic. Et sinon, je pense que aussi, les premiers concours qu'on a gagnés, je ne sais pas si vous en avez déjà fait, Marie, je sais que tu en as fait beaucoup, là, mais quand tu fais des concours, des prix pour des pitchs, pour vendre quelque chose, puis tu réussis à le faire, ça donne confiance en nous, puis ça te permet après de recommencer, puis tu as juste envie de t'améliorer, puis de le refaire encore. C'est comme une adrénaline qu'on vient en amour avec ça, puis c'est ce qui nous permet d'améliorer à chaque fois nos compétences professionnelles et personnelles aussi, de se donner confiance puis de croire en soi. C'est ça. Ben, tu sais, sortir de sa zone de confort puis rester positif, c'est la clé. Même si tu ne sais pas ce qui va se passer, c'est important d'avoir ce mindset-là. C'est ça. Puis même si on a des échecs, parce que c'est arrivé aussi qu'on nous a dit non, qu'on nous a dit ça ne fonctionnera pas votre affaire, mais je pense que c'est de continuer, de ne pas lâcher. Puis c'est comme vraiment un escalier, là. On monte à chaque fois, même si des fois c'est difficile, puis on stagne. La prochaine fois, on va être meilleur, puis c'est plus ça qui m'a donné confiance. Par curiosité, c'était quoi le premier concours auquel vous avez participé au MI? On a participé, on en a eu plusieurs, certains qui ont été plus marquants que d'autres. Il y a Ose Entreprendre qui a été l'un des premiers concours qu'on a fait. Puis je te dirais qu'au début, on n'avait même pas de crème, on n'avait rien, on avait juste une idée. Puis il y avait beaucoup de gens déjà qui nous disaient que c'était une industrie qui est très concurrentielle puis que ça n'allait pas marcher. Puis ces concours-là, ça nous a donné beaucoup de confiance. C'est un concours qui est à niveau national et on a gagné les 3 étapes, les locales, régionales, nationales, me semble. Puis ça, tu sais, c'est vraiment une belle visibilité d'être sur un stage avec plein de monde qui te regarde. Fait que ça donne confiance puis c'est comme... c'est comme un premier pas vers tout ce qui est venu après, là. Ça a été ça. Puis je me souviens que lorsque vous avez participé à ce concours-là, si je ne me trompe pas, vous avez comme un peu une compagnie minimum viable. Un logo, je ne sais pas si c'était vous qui l'avez fait. Notre nom, il n'était pas le bon. On avait fait des logos sur PowerPoint. Tu sais, c'était vraiment très minimum, mais ça prend ça pour pouvoir commencer. On ne commence jamais avec quelque chose qui est parfait. Puis c'est comme ça qu'on a appris. Là. Puis à chaque fois qu'on faisait le pitch, parce qu'il y avait comme des paliers, tu sais, il y a le local. Là, on s'est amélioré la prochaine fois, puis après, on s'est amélioré. Fait que tu sais, c'est le fun aussi de voir qu'on avance. Oui, c'est vraiment cool. Je suis fière de vous être rendue. Puis, je voulais parler d'un sujet, comme tu en as parlé un petit peu tantôt, par rapport à... Tu es arrivée ici au Québec. Je me souviens que tu m'avais déjà dit que tu avais 17 ans, puis tu parlais pas un mot français. Oui. Et tu m'avais aussi dit que ton père avait signé un papier, mais j'aimerais ça que ce soit toi qui raconte l'histoire, puis que tu en dises plus par rapport à cette histoire-là quand tu es arrivée au Québec. Oui.
Bien, mon père, ça a toujours été l'homme de la maison. On vient d'une société très patriarcale, puis c'est l'homme qui décide, puis c'est l'homme qui mène. Il a toujours été très sévère envers... Il est sévère envers lui-même, mais il est sévère avec nous aussi, qui sommes leurs filles. Quand on est arrivé ici au Québec, à Québec particulièrement, je devais aller dans une école à l'école des adultes ou à Rochebelle pour apprendre dans le fond, la francisation. C'était comme un cours particulier pour les étudiants, les enfants immigrants qui arrivent au Québec. Puis mon père, il voulait rien savoir que j'aille dans une école d'immigrants, pas parce qu'on est raciste ou quoi que ce soit, on est nous-mêmes immigrants, mais parce qu'il se dit, si ma fille s'en va rencontrer plein de Latinos qui parlent espagnol, elle n'apprendra pas au même rythme que si elle est avec des gens locaux. Fait que là, on a été à l'école Compagnon des quartiers, que vous connaissez probablement à Sainte-Foy. Puis la directrice, elle m'avait passé un petit examen, mais moi, je ne parlais pas un mot français. Puis elle avait dit à mon père, c'est sûr que votre fille va avoir un échec, c'est impossible qu'elle réussisse avec sans parler français. On n'a pas des ressources ici pour pouvoir l'aider à s'intégrer. Puis mon père, il avait dit non, elle va réussir. Puis la madame, elle a dit, mais vous êtes responsable de son échec. Puis la madame, elle lui avait fait signer une lettre qui disait, nous n'avons pas les ressources ici pour votre fille. Vous êtes responsable de son échec car nous ne pouvons pas prendre soin de son apprentissage. Puis mon père, il avait signé, puis il avait dit à la directrice, non, elle va réussir. Fait que ça m'a comme mis beaucoup, beaucoup de pression. Quand je vous dis qu'il y a quand même une certaine pression familiale, ça en fait partie. Mais en même temps, ça a été une pression qui était plutôt positive parce que je me disais, il faut que j'ai réussi. Je peux pas décevoir mon père. Tu sais, pour moi, c'est important que tout le monde soit heureux. Puis ça, c'est depuis toujours. Là, tu sais, j'aime ça faire plaisir aux gens. Fait que je me suis vraiment, vraiment forcée. Moi, j'étais avec mon dictionnaire. En plus, j'arrivais en secondaire 5. Fait que toutes les gangs sont faites. Toutes les amis des amis, les cercles d'amis sont faits. Moi, j'arrive, je suis immigrante, je connais pas un mot, je connais pas de la culture. Fait que ça a été vraiment très difficile, mais en même temps, j'ai vraiment trouvé des amis qui étaient... j'ai vraiment, dans mon chemin, il y a vraiment eu des anges, des perles rares qui m'ont aidé à communiquer. Fait que je communiquais avec des gestes, avec un dictionnaire, puis finalement, à secondaire 5, j'ai fini avec des excellentes notes. J'ai même eu un diplôme coup de cœur à la fin de l'année à ma graduation parce que la directrice a trouvé que ça n'avait pas de sens à quel point ça avait avancé en un an. Fait que je pense que c'est cette persévérance-là puis cette volonté-là de s'améliorer puis l'urgence aussi de pouvoir communiquer, de me faire des amis qui a fait en sorte que j'ai réussi et que maintenant je parle français, même si personne m'a appris les couleurs ou les numéros, tu sais, ça s'est passé naturellement. Moi, c'est ça que je trouve vraiment passionnant, c'est que mes parents sont immigrants, mon frère est immigrant aussi. Moi, par contre, je suis née ici, mais ça reste que je parlais pas français quand je suis arrivée. Fait que là, il fallait que j'apprenne moi-même aussi. Mais ce qui était le plus touchant, c'est le fait que mon frère, lui, il parlait, tu sais, il est arrivé en 6e année, je pense, puis il est arrivé dans une école, il n'y avait pas de francisation dans cette école-là, il n'y avait rien. Il essayait de communiquer, tu sais, c'était vraiment difficile. Puis honnêtement, je trouve ça passionnant. La persévérance, c'est vraiment tout dans la vie, là. C'est vraiment un bon exemple. Moi, je suis fière d'avoir fait ça comme ça, puis je ne changerai rien dans mon parcours. Parce que des fois, ces moments difficiles sont la base de nos personnalités et de notre être, moi, à mon avis. Exactement. Puis, qu'est-ce qui a vraiment été le plus difficile en arrivant ici? La température. Entre autres, oui. J'ai fait un accident en arrivant ici. Je faisais du patin à roue lignée. J'ai fait un gros accident. Je me suis cassé une dent. Je me suis tout arraché les cheveux, quasiment la moitié de la tête. J'étais toute en sang. Puis, j'avais des cicatrices au niveau du visage. Dès que je suis arrivée, c'était les mois après mon arrivée au Québec. Puis, j'avais honte. Fait que, tu sais, ça, j'étais gênée de moi-même parce que j'étais toute maganée de la face. Puis je pense que ça a été un des moments vraiment, vraiment tough dans ma vie parce que, justement, tu connais personne, tu veux communiquer, tu rentres à l'école, puis la fille est toute pas de cheveux, là, c'était affreux. Fait que ça a été assez difficile, mais malgré ça, je pense que le sourire, ça... Puis quand je vous dis l'attitude, c'est la clé,
pour moi, ça a été un peu ça. Ça a été mon sourire qui a fait en sorte que les gens, ils me trouvaient agréable. Puis quand même s'ils me trouvaient pas belle avec toutes mes cicatrices, ils voulaient quand même m'aider à m'intégrer. Puis même si tu n'étais pas capable de communiquer, des fois, juste l'attitude que tu dégages, ça fait en sorte que les gens, ils voient en toi quelque chose de bien puis ils veulent t'aider. Ouais, c'est vraiment bien dit, Andrea. Mais on le sait que tu es venue au Cégep de Sainte-Foy. Moi, présentement, je fais ma technique en gestion de commerce et tu as fait la même. Puis je voulais savoir, est-ce qu'il y a un professeur qui a été marquant dans ton parcours? Si oui, lequel? Oui, il y a 2 profs qui ont été marquants. Il y a Mireille Drouin, je ne sais pas si elle est encore là, mais Mireille, c'est une prof que j'ai toujours trouvée très, très humaine. Tu sais, elle était toujours très patiente pour m'expliquer des choses. Puis sinon, il y avait Geneviève Cormier que je trouvais que c'était comme une superwoman. Je ne sais pas comment elle fait. Elle a 5 enfants, elle est capable de faire tout plein d'affaires, elle est impliquée partout. Fait que je trouvais que c'était vraiment un beau modèle des femmes persévérantes puis travaillantes pour moi, oui. Puis, qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs quand leur vie va à 100 000 à l'heure? De s'écouter, parce que des fois, on a comme un inconscient, là, l'intuition. Des fois, elle n'est pas très développée quand on est jeune, mais je pense qu'il faut apprendre à l'écouter, cette intuition-là. Puis des fois, quand on n'a pas un bon sentiment ou quand on décide de s'associer avec quelqu'un, il faut vraiment qu'on sente cette personne-là, puis qu'on comprenne, qu'on soit capable de communiquer. Parce que des fois, ça marche juste pas, puis il faut aussi s'écouter quand ça marche pas, puis se dire, OK, non, j'arrête, je vais faire d'autres choses, je vais prendre un autre chemin. S'écouter soi-même, puis apprendre à se connaître, parce que c'est ça, en fait, qui va faire en sorte que dans toutes les relations qu'on va entreprendre, puis dans tous les projets, on va être capable d'être à notre meilleur, parce qu'on va savoir à quoi on est bon et à quoi on est moins bon. Puis, on ne peut pas faire ça si on n'ose pas. Donc, il faut oser aller voir les personnes qu'on souhaite travailler avec eux. Il faut oser dire ce qu'on veut faire dans la vie, avoir de l'ambition. C'est important d'assumer notre ambition puis notre envie d'aller plus loin puis de faire les choses différemment. Super, merci. Ça fait plaisir. Puis on s'en va vers la dernière section, Andrea. On aimerait ça savoir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la prochaine année? À moi? Oui. Ou à Omi, tout dépendant de ce que tu peux faire les deux. Mais à OMI, c'est de trouver les bonnes ressources parce que là, on est en croissance. D'ici 2-3 mois, on engage 5 nouvelles personnes à temps plein dans l'équipe. Donc, je pense qu'il est de continuer à trouver ces perles rares que nous, on recherche puis qu'on est vraiment chanceuse. On est capable d'attirer ces gens-là qui veulent comme nous que ça soit incroyable. Puis pour moi, je pense que la vie fait bien les choses, puis que ça va venir naturellement. Peut-être de la santé. Je pense que c'est une année qu'on demande beaucoup. La première chose qu'on souhaite en 2021, c'est de la santé. Sans santé, on va nulle part. Fait que je pense qu'on va se souhaiter tout le monde collectivement de la santé. Oui. Santé mentale et santé physique. Oui, autant la santé mentale que la santé physique. Commençons par la santé physique avec la COVID. Et oui, oui, la santé mentale aussi. Ça ferait le tour. On voulait te dire un gros merci, Andrea, de nous avoir partagé ton histoire et ton parcours très, très, ma foi, inspirant. Donc, on se revoit dans le prochain épisode, tout le monde, pour continuer à vous inspirer. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.